Ma première entrevue avec Marc Delassalle, auteur et conférencier québécois. J'ai décidé de vous la partager. Donc, suite à son décès qu'il a eu cours récemment, j'ai décidé de réécouter le premier entretien qu'il m'avait accordé il y a plusieurs années. Ça avait eu lieu le 6 juillet 2011, à l'époque où on se vous voyait. Et ça avait été enregistré là, par rapport à une web radio où les gens pouvaient interagir avec nous dans une salle de communication auquel on fait allusion pendant l'enregistrement, où je prenais les questions du public. Donc, ça date de plusieurs années et ça vous donne une mesure du premier entretien, c'est ça, que j'avais fait avec lui. Et ça, c'était en 2011. Puis le dernier que j'ai fait naturellement, là, ça a été en 2020. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Puis lorsque je l'avais enregistré, c'était un enregistrement qui visait à être pour le public en général. Donc accessible à tout le monde. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai décidé là, de vous partager ça aujourd'hui. Alors écoutez, ben, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir à mon émission. Et si je me trompe pas, vous êtes dans le fond un auteur et un conférencier qui œuvre dans l'optique du développement d'une conscience supramentale. Oui, 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 ça fait plusieurs années que je travaille à cela. Ça va se poursuivre jusqu'à temps que j'ai fini, mais pour le moment, c'est ça, oui. Et je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené dans votre vie à entreprendre ce cheminement-là du développement d'une conscience supramentale. Je crois que c'est la même méthode pour tout le monde. Je crois que à un certain moment donné, l'individu ne se trouve pas à sa place dans une société et indépendamment de sa sensibilité, ben, il se retrouve à vouloir avoir des réponses par rapport à la vie. Mais d'un autre côté, il faut déjà avoir la programmation nécessaire pour se connaître. Si on n'a pas cette programmation-là, on peut pas se connaître. Euh, il faut regarder la sensibilité des gens parce que c'est la première ouverture se passe là parce que la souffrance psychique devient insupportable et l'individu a besoin d'avoir des réponses. Je dirais que c'est ça. OK. Et je serais curieux de savoir, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir prendre la parole en public en donnant notamment des conférences puis en rédigeant aussi des livres? Ben au préalable, je savais déjà très jeune que j'allais écrire des livres. Je savais très jeune que j'allais donner des conférences. Je ne savais pas dans quel moyen ou quelle forme cela prendrait. Et c'est avec les années que ça s'est défini davantage. Selon les expériences de vie que l'on peut vivre, il se passe différentes situations qui fait qu'un jour on prend tel chemin au lieu de prendre un autre et ça se définit comme ceci. La lecture par rapport à l'écriture, je crois que l'écriture doit venir souvent avant la parole pour pouvoir préciser le verbe, mais ça peut se faire d'un autre sens aussi. On n'a pas besoin d'avoir l'écriture pour parler. Mais dans mon cas, moi, ça a été l'écriture qui indirectement a défini ma conscience davantage et la parole est venue par la suite. Mais je savais au préalable que j'allais écrire des livres. Ça, je savais. Tout comme je savais que à 12, 13 ans que j'allais aller à l'université et ça serait un grand moment dans ma vie. C'est comme ça pour presque tous les gens, mais on n'a pas d'idée bien souvent de la portée de sa vie parce que on est peut-être trop absorbé par la société de consommation. En gros, c'est cela. Oui, ben j'imagine pour avoir cette capacité de voir son avenir, il faut avoir une capacité d'intuition ou une capacité un peu Ah oui. médiumnique. Oui, ben il faut savoir que l'individu, dans son âme, est programmé d'abord pour dépasser ses impuissances.
Et si ça fait partie de votre programmation de dépasser l'ego, vous arrivez dans une conscience nouvelle à un moment donné parce que vous êtes psychiquement plus près de vous-même et vous êtes capable de voir qui vous êtes sur d'autres plans de conscience. Et ce sont les autres plans de conscience qui indirectement vont vous donner l'autorité de faire ce que vous êtes supposé faire. Moi, je prends la parole et je prends l'écriture en raison de le mandat psychique cosmique que ma conscience doit avoir dans les années à venir pour permettre aux individus qui se posent des questions par rapport à leur sensibilité, quelles seraient les meilleures avenues pour eux pour regarder l'avenir, parce que le réel va frapper très dur dans les années à venir. Le réel, on ne parle pas de 2012, le 21-2012, ça c'est de la poudre au feu. C'est seulement une petite parenthèse sur ce qui va arriver. Ce n'est pas important en 2012, dans le fond. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va arriver justement là, pour les prochaines années? Une redéfinition de l'individu totalement. Une redéfinition de la société, une redéfinition des gouvernements, une redéfinition de la sensibilité des individus en rapport avec l'invisible. Vous avez mentionné dans votre première partie la prédominance des religions. Effectivement, elle va revenir, cette religion-là. Mais si les gens n'ont pas de capacité à savoir c'est quoi le réel, ils vont avoir de la difficulté à passer au travers. Et c'est là que des gens qui vont écrire des livres sur la conscience supramentale vont répondre à la sensibilité de certains individus pour leur permettre d'avancer et de ne pas sombrer dans la folie, parce que ça va être le moment le plus difficile à venir, c'est ça, c'est l'ajustement de la conscience de l'individu en rapport avec les forces occultes. Et pour nous donner peut-être un avant-goût, un avant-goût. Un avant-goût? Ouais, non, en fait, j'en voudrais peut-être pas là, d'un avant-goût de ça, mais je veux dire, en fait, pour préparer justement les gens par rapport aux événements futurs à venir, parce qu'il y a eu beaucoup de prophéties, puis on en entend beaucoup parler là, à travers, entre autres, les médias, puis comment dire, quels conseils pouvez-vous donner aux gens, là, justement, pour être capable de faire face à la situation? Je crois que le plus important pour l'individu, en ce moment, c'est de savoir s'il se raconte des mensonges. Par exemple, s'il croit qu'il est bien dans sa peau et il n'est pas bien dans sa peau, il doit être capable de répondre à cette question-là. Donc, c'est une réponse difficile, mais l'individu qui va se poser la question, est-ce que je suis bien dans ma peau, devrait savoir que son bien dans sa peau dépend d'aucune forme. Dans le sens que, est-ce que c'est parce qu'il a un bon travail qu'il est bien dans sa peau? Est-ce que c'est parce que il a de l'argent dans son compte en banque qu'il est bien dans sa peau? Donc ça serait pour moi se compter un mensonge. Donc ça veut dire que si l'individu est capable de se poser ces questions-là, il sera pas décalé par les événements qui vont venir. Donc est-ce que ça se comprend ce que je dis? Oui, ben tout à fait. En fait, ça revient à dire qu'il faut être intègre envers soi-même. Là. Oui, il faut être intègre envers soi-même. Et c'est la seule porte de survie par rapport à la conscience. C'est l'individu doit prendre par ses propres moyens, apprendre par ses propres forces et faiblesses ce qu'il doit faire pour lui-même. Il ne doit pas s'occuper de ce qui se passe autour de lui-même. Et ça va être très important. Il faut pas embarquer dans des mouvements qui sont pas de la conscience. Vous parliez du Tibet tantôt avec la Chine. Ça, c'est pas de la conscience. On reconnaît, mais vous avez été capable d'extraire peut-être le joyau de la conscience qui se cache derrière ça, qu'il faut qu'à un moment donné, c'est pas normal que quelques peuples idolâtrent le Dalai Lama, comme vous disiez, hein? C'est ça? Oui. Donc, vous étiez dans la bonne veine, mais il ne faut pas attacher d'importance à ça parce que, indirectement, les peuples de la Terre ont à vivre ce qu'ils ont à vivre en fonction de ce
qu'est le karma de leur peuple. Le karma du peuple tibétain, c'est de se penser peut-être un peu plus haut que tout le monde. Déjà qu'ils vivent au Tibet, qui est une des parties les plus hautes de la Terre, se croyant des êtres près de la lumière en raison de la méditation, c'était une supercherie. Donc, les forces de la lumière ne travaillent pas comme ça. Ils ne travaillent pas par l'admiration d'un personnage, comme vous avez dit dans votre première partie. Donc, il s'agit pour soi-même de revenir à soi. Oui, c'est ça, exactement. Puis, dans ce sens-là, j'irais jusqu'à même à dire que tout ce qui contient l'individu dans une forme, dans une structure qui l'étouffe, puis qui devient de plus en plus lourde au fil du temps, ben c'est voué à sauter ou à péter tôt ou tard, parce que c'est un non-sens de vouloir contenir l'énergie de l'individu dans quelque chose, puis d'essayer de le mettre dans une petite boîte. Effectivement, l'homme ne pourra pas être mis dans une petite boîte parce qu'il doit exploser en conscience. Et ce sont les événements à venir qui vont le pousser à se dépasser. C'est la souffrance qu'il va vivre par rapport à la société qui va le pousser à vouloir avoir des réponses plus grandes à sa réalité. Il ne pourra pas se conformer à la simple vulgarité de voir que si tout le monde le fait, ben je dois le faire. Donc, c'est un peu ça qui s'en vient. Oui, ben c'est un peu ça que je pressens aussi, dans le sens que l'individu va être invité à dépasser le conformisme social parce qu'il va voir que ça permet pas de rendre sa vie viable. T'sais. Quelqu'un qui vit tout le temps en fonction des modes, il vit pas en fonction de lui-même, donc il est constamment décentré. Oui. Ça, c'est une des raisons, mais quand on va regarder le système planétaire qui va éclater de toutes parts, l'homme n'aura plus de moyens pour se tenir sur les rails. Et c'est là que ça va décaler. L'individu n'aura pas la capacité de savoir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est voulu et c'est préparé depuis des millénaires. C'est la fin d'un cycle involutif sur la Terre. Et l'âge de l'homme nouveau va prendre place vraiment lorsque les chocs vont se produire et car les gouvernements n'auront pas de réponse à ce qui va se passer, les scientifiques non plus, et tous ceux qui sont dans les mouvements ésotériques vont s'apercevoir que le contact avec l'occulte qu'ils ont n'est pas réel. Ceux qui sont spirituels indirectement vont s'imaginer que la Terre va se transformer dans un bon sens, et ce n'est pas le cas. Ça va être pour nombre d'années le chaos total sur la Terre. Pour des raisons pour permettre à l'homme, pour permettre aux individus de savoir ce qui se passe en eux. Et ça va être très difficile pour l'homme. Mais il n'y a pas 50 000 solutions pour l'évolution. Hein. La première, c'est la souffrance de l'ego. Quand l'ego souffre, il doit se reconstituer, il doit se donner un nouveau profil, un profil qui doit lui permettre d'être sensible à ce qu'il vit dans la matière, sensible à l'autre. S'il n'est pas sensible à l'autre, ben il n'est pas sensible à lui-même. Et dans cette optique-là, l'homme va découvrir qu'il est un grand, grand être de lumière, et la femme aussi. Quand je dis l'homme, je parle de la femme également. Elle va découvrir que sa seule réalité, c'est elle-même par rapport à la société. C'est ce dont elle croit, ce dont elle pense, ce qu'elle sait. Et le point central de toute la conscience se situe là. Qu'est-ce qui entre dans le canal d'une personne à travers la pensée? C'est tout là que le jeu de l'occulte commence. Et c'est ça qui va être mis à jour dans les années à venir. Et mon travail, indirectement, c'est en donnant des conférences. C'est ce à quoi je suis appelé à permettre aux individus de réaliser qu'il y a quelqu'un qui vous parle dans votre tête. Et ce quelqu'un-là n'est peut-être pas associé à une entité de lumière. Ça peut être une entité de la noirceur. Ça peut être quelqu'un qui est simplement mort depuis des années et qui a un contact à travers votre psyché avec vous. Et ça peut être bien souvent quelqu'un de votre famille. Regardez combien de personnes sont contents de dire à voix haute, je vais demander l'aide à mon père ou à ma mère pour avoir ce travail. Je vais prier, ils vont m'aider. Et voilà. Vous comprenez ce que je dis? Oui, ben tout à fait. Là, je suis familiarisé avec l'enseignement que vous présentez actuellement. C'est-à-dire que c'est sûr que, dans le fond, faut éviter d'interférer avec des forces invisibles parce que si on fait du marchandage avec eux, par la suite, on leur doit quelque chose, puis là, ils peuvent nous manipuler à partir de ça.
C'est que les forces invisibles, ce ne sont pas des mauvaises forces. Il faut savoir traiter avec l'invisible. Il ne faut pas marchander. Il faut savoir traiter avec l'invisible. Moi, je peux très bien parler avec un ange qui est dans le haut plan astral, ce sont des plans infiniment beaux, ces plans-là. Mais quand je leur parle à ces gens-là, ils ne veulent pas me parler très longtemps parce que ils réalisent dans le fond que la conscience supramentale, l'intelligence, la descente de l'énergie, de l'intelligence et de la fusion de l'âme dans la fusion de l'esprit à travers l'ego se passe lorsque tu es incarné sur la Terre. Ils ne sont ils sont très rébarbatifs à entretenir sur ce sujet parce qu'eux autres, ils se donnent l'autorité de posséder la science du savoir de la lumière sur les hauts plans de la mort. Et vous savez, il faut savoir traiter avec les entités occultes d'une façon très froide. On peut pas traiter avec ça très chaud parce que si on traite d'une façon le corps émotif, si le corps émotif vibre très chaud à ces entités-là, ben il va se faire prendre. Et c'est là que il est obligé indirectement de faire ce que vous avez dit tantôt. Le mot, je me rappelle pas le mot que vous avez utilisé. C'est du marchandage. Pardon? Du marchandage. Et voilà. Et les gens, quand ils sont prêts à marchander avec une entité astrale, ils sont déjà perdus dans leur identité. Ils ont déjà donné autorité à l'occulte ou à l'astral de faire sur eux leur acte de démobilisation ou encore de démonisation. Tout individu est manipulé. Jusqu'à quel point on est manipulable? On est manipulable jusque dans la mort. Mais il y a une différence. Si vous êtes manipulé par une entité de la lumière, il y a une différence entre ceci, parce qu'elle, elle va voir à votre évolution, par exemple, double votre conscience psychique. L'homme, quand il s'est incarné dans la matière, il s'est séparé de sa constitution atomique, qui était son double psychique, pour tout simplement permettre à l'âme de bien intégrer la matière et à l'ego de se développer. Une force centrifuge qu'on appelait jadis la personnalité. Mais la personnalité n'est pas assez grande pour demain, donc l'homme va devoir développer sa personne. Ce qui veut dire que l'individu va devoir savoir qui parle dans sa tête et qui le manipule. Lorsque vous êtes rentré dans un stade d'autorité et de très grand éveil avec l'occulte, vous savez que l'entité mentale, qu'on appelle le double cosmique, ne peut pas vous manipuler parce que vous pouvez lui retourner votre feu et lui dire tout simplement que vous voyez le jeu. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, il y a peut-être des choses que vous avez fait dans votre vie que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose du genre? Ben, comme une forme de possession mineure, là. Oui, ça peut être une possession dans le sens aussi où vous n'aviez pas le choix, mais c'était quelque chose de constructif. Ça peut aller dans les deux sens. Oui, bien sûr. Donc, chaque individu a vécu ça dans sa vie. Et l'évolution, c'est un peu ça. C'est de permettre à l'individu d'aller au-delà de ses craintes. Parce que la crainte, l'émotion de la crainte est utilisée par le monde de la mort pour habiter l'homme. C'est une émotion, une des plus grandes émotions sur la Terre avec la croyance que le monde de la mort utilise. Donc, si je parle d'une entité maîtresse du monde de la mort, une entité qui est là pour la domination de l'homme et la destruction de l'homme, c'est évident que vous êtes manipulé. Par contre, si vous êtes manipulé par une entité mentale du plan de la lumière, vous allez être manipulé dans le sens qu'on va vous amener à vivre une souffrance intérieure pour que vous vous réalisez à quel point vous ne vous connaissez pas. Et c'est là que le jeu de la conscience télépathique ou ce que vous appuyez pour vous, votre voix intérieure, pas votre voix intérieure, mais votre intuition ou la façon dont ça parle en vous-même, qui est importante. C'est de savoir, est-ce qu'on se compte des mensonges à travers ce discours-là? Vous me suivez? Oui, je comprends dans le fond l'importance du discernement. Et oui. En lien avec ce que vous mentionnez, c'est que à quelque part, on est tout le temps manipulé, là. Je veux dire que ce soit par des forces destructrices ou des forces constructrices, là. Comme moi, je peux être très bien manipulé pour faire cette émission-là.
Vous comprenez, dans le sens que je pourrais très bien être utilisé pour des formes plus ultérieures qui vont me servir. Et si on m'avait dit, Marc de la Salle, est-ce que vous avez le choix de faire ou pas faire l'émission? J'aurais dit, j'ai pas le choix, je dois la faire. Et à ce moment-là, c'est justement, qui est derrière les propos que vous mentionnez, vous aurait poussé à faire l'émission? Ah, ben c'est ça. On va parler de vous un peu. Parce qu'indirectement, vous êtes un être très sensible, vous avez une capacité de parole qui vous permet probablement de permettre à l'Internet de ne pas véhiculer trop de formes astrales. Vous avez la capacité possible de donner les enseignements qui se passent au Québec sur d'autres continents. Il s'agit de savoir c'est quoi votre mandat psychique à vous. Et vous allez comprendre que ce que vous faisiez n'est pas banal. Mais si je vous demandais, est-ce que vous avez le choix de le faire ou vous le faites parce que vous aimez ça? Votre réponse, c'est quoi? Ben, je le fais parce que quelque part, je ressens que j'ai pas le choix de le faire, qu'il faut que ça se fasse. Vous voyez? C'est intéressant de la conscience. Oui, puis je vous dirais que l'émission me remplit sur le plan vibratoire, dans le sens que quand que je fais mes émissions, je vis généralement une expérience de flow. Si vous avez étudié un petit peu la psychologie, là. C'est une expérience dans laquelle on ressent un état de bien-être, de plénitude, un certain plaisir, une certaine jouissance. C'est parce que votre taux vibratoire monte dans ce temps-là. Oui, parce que je suis en communication. C'est parce que indirectement, si vous avez à connaître ou à prendre contact avec une entité du monde astral à travers un travail, vous allez le vivre. Mais dans votre cas, peut-être que c'est votre double indirectement qui veut passer par vous pour vous permettre de créer une nouvelle forme sur la Terre qui va permettre à des individus de prendre conscience que le travail à travers l'Internet est très important. Pour la simple et unique raison que c'est une interactivité, c'est différent de la salle de conférence. Moi, je sais très bien que qu'est-ce que je fais avec vous ce soir, c'est différent d'une salle de conférence. Ce qui est intéressant dans la radio, ce que j'ai remarqué au départ, c'est la capacité de véhiculer l'information rapidement. Oui, c'est ça, exactement. Puis en même temps, ce qui est intéressant avec la radio, c'est que ça permet de, comme par exemple, ce soir, on fait une émission, mais dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, il y a des gens qui vont pouvoir les écouter. Donc, ça a une longue durée qui est dans le temps, la différence d'une conférence, sauf si la conférence est enregistrée sur CD. Puis également en termes d'espace, dans le sens qu'on peut rejoindre des gens qui sont aux quatre coins du monde. Oui, et ça, c'est très important. Parce que l'information, plus elle va circuler, plus ça va rendre la démocratisation de la Terre au centre de la conscience. Et ça, c'est important parce que l'individu ne doit pas penser qu'il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas de vérité. Le mensonge va faire éclater la vérité, dans le sens que l'individu qui n'est pas capable de voir que la polarité du vrai ou du faux, c'est une illusion, il ne peut pas réaliser qui il est. Il faut sortir de l'illusion de la polarité du vrai ou du faux. Il faut que l'individu entre en lui-même et regarde s'il est apte à savoir le réel, et sinon, qu'il se dise bonne chance pour la prochaine fois, parce que son âme va vivre le lot d'insécurité qu'il doit vivre, et etc. J'ai comme question dans la salle des communications de la part de Mireille, en fait, qui aimerait que vous parliez du potentiel de l'homme, c'est-à-dire de sa réelle puissance. Est-ce qu'elle veut cela sur les années à venir ou sur 1000 ans, 2000 ans? Faudrait, ben là, je peux y laisser un petit peu de temps pour. Mais allez-y avec les années à venir, ça va être plus accessible là, par rapport à nous, là, de toute façon. Parce que si on va trop loin dans l'avenir, c'est que souvent les gens, on les perd parce que ça devient trop abstrait pour eux. D'accord. Donc, si je parle pour les prochaines 20 années, là, ce qui va se passer, c'est surtout que l'individu va devoir prendre conscience qu'il est seul. Ça va être la première chose. Ça veut dire quoi, prendre conscience qu'on est seul? Ça veut dire qu'il y a plein de gens autour de vous, que ce soit votre famille, que ce soit votre père, votre mère, votre meilleur ami, votre conjoint, réalisez qu'ils n'auront pas le même processus d'évolution. En réalisant que ces individus-là n'auront pas le même processus d'évolution, vous allez vous permettre d'être en puissance. C'est la première chose que vous devez réaliser.
que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à vivre de la conscience. Même s'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir la vivre, ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir prendre le choc du réel. C'est-à-dire que si des entités astrales se présentent dans votre chambre et que vous n'êtes pas capable de leur parler et de leur demander qu'est-ce qu'ils font là, vous allez connaître la folie. La personne qui est au travail et vit le doute de perdre son travail, elle ne vit pas de puissance. La personne qui a la crainte d'aller voir son patron et lui dire « Mon tabarnak, tu m'as manqué de respect ce matin », elle ne vit pas sa puissance. Est-ce qu'elle doit utiliser le mot tabarnak? Pas nécessairement. C'est seulement une forme que je crée pour démontrer que la colère de l'homme ne va pas tout simplement être « Oui, mais monsieur, vous m'avez pas respecté ce matin et j'aimerais ça qu'on me respecte. » Ça fonctionne pas comme ça, la puissance. La puissance, il faut parfois casser des formes. Et casser des formes, ça va selon les craintes que vous avez. Et dans les années à venir, l'homme va vivre seulement de la crainte. Seulement dans la crainte. Il ne vivra très peu de puissance, à moins qu'il soit capable de se réinventer à travers le choc du réel. Qu'est-ce que j'appelle le choc du réel? C'est-à-dire de comprendre pourquoi la vie vient le fracturer dans son ego dans un moment où il se croyait en puissance. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en puissance et à un moment donné, ils leur arrivent à une petite situation. Par exemple, ils ont une maladie ou quoi que ce soit, leur conjoint ou la conjointe le quitte l'homme parce qu'il la domine et le gars, il s'écroule. Savoir qui on est, savoir quelles sont ses craintes, savoir quel est le choc qui pourrait nous faire grandir. Par exemple, si vous perdez vos parents, je sais pas, moi, du cancer ou quoi que ce soit, c'est un choc. Et c'est ça qui doit vous permettre de vous allumer, de dire, ah, mes parents meurent, ben, c'est le temps que je me réveille. C'est pas le temps que je me mette à genoux et je commence à pleurer. C'est pas le temps de regarder le tsunami qui s'est passé au Japon et de dire, ah, mais c'est la fin du monde. Qu'est-ce que ça donne de dire c'est la fin du monde? Ça donne absolument rien. Il faut savoir que ce choc-là a ébranlé plusieurs personnes. Autant le 11 septembre aux États-Unis a ébranlé plusieurs personnes. Qu'est-ce que ça fait vivre à l'individu, un choc comme ça? Mais ça remet en focus tous ces urgences de se connaître, mais surtout toutes les illusions qu'il entretient par rapport à la vie. Donc, plus vous entretenez d'illusions par rapport à la vie, moins vous êtes en puissance. Ce serait ça la réponse à la question. Oui, donc autrement dit, plus qu'on entretient des illusions à l'égard de la vie, plus qu'on est astralisé, c'est-à-dire qu'on ne vit pas là, dans le réel. Là. Et c'est ça, et les années à venir, c'est seulement ça. C'est seulement ça. Ce sont des années qui vont obliger l'homme à se revisiter, à entrer en lui-même pour savoir qui parle dans sa conscience, d'où viennent ses pensées. C'est certain que l'individu a déjà entendu, les pensées ne viennent pas de vous. C'est comme une radio AM et FM. Il y a l'AM, on pourrait appeler ça l'astral, et le FM, ben, c'est la conscience supramentale qui veille à l'évolution de la Terre, qu'on pourrait appeler, dans ce cas-ci, le double cosmique. Et il faut savoir avec qui on est en contact. Si on ne sait pas avec qui on est en contact, il va se produire de grands désastres dans sa vie, parce que l'astral peut faire énormément aujourd'hui avec très peu. Oui, bien surtout que les médias vont amplifier, tu sais, comme le 11 septembre, le fait que ça a été filmé puis diffusé abondamment, ben ça, dans le fond, ça a eu un impact planétaire, alors qu'il y a à peine quelques siècles, à peine 100 ans, ça ne serait pas su aux quatre coins du globe qu'il y aurait eu cet événement-là, tu sais. Et ça, c'est voulu par les forces de la lumière. C'est voulu que les chocs soient grands. Vous comprenez? Donc, si on est dans une ère aussi informatisée que présentement, aussi grande au niveau des médias, c'est tout simplement pour accélérer le processus d'information. Avec les pays arabes, on l'a très bien vu, l'information a circulé. Mais il ne faut pas appeler ça de la conscience, ce qui s'est passé dans les pays arabes. Il ne faut pas appeler ça de la conscience. Ces gens-là vont prendre au minimum 200 à 300 ans avant d'avoir une démocratie réelle. Donc, il faudrait pas généraliser au niveau de la conscience. La conscience, c'est le mouvement de l'homme en lui-même. C'est ça, la conscience. Ce n'est pas à l'extérieur. Il n'y a pas un gouvernement qui va donner la conscience aux individus.
Mais oui, mais en tant que tel, je veux dire, c'est l'embryon, je veux dire, d'une démarche de conscientisation dans le sens de casser la forme qui était des dictatures dans des pays arabes. Oui, pour oui, tendre mais à ça, la c'est... démocratie, tu sais, il y a Oui, un c'est ça. début de quelque chose, là. C'est le début de rien, dans le fond, parce que c'est les chocs que les âmes doivent vivre. On doit faire vivre des chocs à l'âme. Savez-vous que il y a à peu près de, probablement, un sixième de la population de la Terre qui va rester après les grands chocs. À peu près cela. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de conscience anémique des âmes qui ne seront pas capables de supporter le poids du réel à venir. Donc, ils ne pourront pas être en puissance devant les chocs à venir, et parce que leur âme indirectement est trop axée sur l'animalité dans eux-mêmes qui fait vibrer les corps inférieurs. Pour faire vibrer un corps supérieur, ça prend de l'intelligence. Et il faut pas croire que parce que il y a eu de la démocratisation dans le monde arabe que la femme va être libre du jour au lendemain. Non, c'est sûr. Mais donc, vous êtes un petit peu alarmant là, dans le sens que s'il va rester seulement 1/6 de la population mondiale, c'est vraiment pas beaucoup. Peut-être que ça va être 3/6. Okay. Il faut pas croire ce que je dis. Okay. Il faut simplement savoir que c'est possible qu'il reste 1/6, et c'est possible qu'il reste 3/6, ou la moitié, si on fait la division. Mais le point que je veux faire, c'est les forces de la lumière vont faire ce qu'ils ont besoin de faire pour établir sur la Terre une conscience supramentale qui va permettre à la puissance de l'homme de s'activer, parce que son autorité sera grande, il pourra parler et venir en contact avec d'autres espaces-temps. Mais avant de venir en contact avec d'autres espaces-temps, il doit se conquérir, il doit connaître c'est quoi la mort. Il y a pas grand personne qui connaisse c'est quoi la mort. Puis la plupart des gens disent, mais je vais aller au ciel et je vais aller me reposer. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir que la mort, c'est le processus par lequel l'âme doit un jour se réincarner pour finir le travail et reconnecter avec les intelligences de la lumière. Si elle n'est pas assez élevée dans son taux vibratoire, elle doit retourner au monde de la mort qui lui est assigné selon le plan qui lui revient. Il y a 7 plans dans le plan de la mort et selon son niveau de conscience, elle va à tel plan et elle va se reposer. Mais les morts ne sont pas prêts à se reposer. Pourquoi ils ne sont pas prêts à se reposer? Parce que le message entretenu entre l'homme et l'occulte, c'est que la mort, c'est une belle chose. La mort, ce n'est pas une belle chose. C'est un passage à un état de conscience différent de celui de la Terre qui doit être un jour avorté pour permettre à l'individu d'être réellement en puissance. Donc, je parle dans 2000 ans, alors. Je suis pas dans le court terme, je suis dans 2000 ans. Vous voyez, c'est ça, le réel. Oui, pendant que vous parlez, il y a Peter Pan dans sa communication, donc l'individu qui utilise ce pseudonyme qui dit que l'hiver s'en vient en quelque sorte. Là, si on peut faire une image, tu sais, l'hiver où ce que toutes les feuilles tombent, puis tranquillement la nature va dans un air de repos. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même situation qui va avoir préséance aux 4 coins du globe dans les prochaines années, les prochains mois? Ce que vous voulez dire, c'est que les chocs à venir vont être pour tout le monde? Plus avec une image, tu sais, si on prend la métaphore des saisons, tu sais, il y a le printemps, c'est le renouveau, il y a l'été, où ce que là, c'est la croissance, ensuite mais là, l'automne, c'est le parce déclin. qu'il va y avoir seulement une saison dans les années à venir. OK. C'est ça le problème. Vous voyez, je viens de créer un choc à la conscience, dans le sens que les gens pensent que tout va être normal. Non, tout ne sera pas normal, tout va être différent. Il n'y aura plus de saison. Les saisons vont être totalement décalées et le Québec va devenir dans possiblement quelques centaines d'années la Floride pour simplement vous montrer que le réalignement des axes polaires, polarités de la Terre vont être refaites en fonction de la structure atomique qu'il doit descendre dans certaines parties du globe. Et pour permettre cela, il va y avoir une épuration des âmes à un très fort niveau. Donc, je parle d'un 6e tantôt de la population de la Terre qui va rester, et c'est possiblement cela qui va se produire pour la simple raison que il n'y a pas sur la Terre de force évolutive puissante pour mener l'homme
contre le combat ultime contre les forces de la noirceur. Donc, il y a beaucoup d'armes qui retardent le processus évolutif de la Terre. Prenez une personne qui, je ne sais pas, moi, qui n'est pas capable de respecter l'autre. Ça n'a plus sa place, ça, dans un monde. Si on parle de conscience, le respect est très important. Que ce soit pour une émission de radio comme celle-ci, il est très important de respecter l'individu dans son chemin, où il est rendu, et de prendre ce qui est important pour soi sans penser que l'autre a la vérité. Moi, je n'ai pas la vérité. Je fais tout simplement vous communiquer ce que je sais de la conscience supramentale qui habite l'homme supramental. Et je ne dis pas que je suis ceci ou cela, je suis Marc de la Salle. Et mon devoir, c'est de parler en public et de regarder avec l'homme quels seront les grands obstacles pour le développement de sa conscience. Et un des principaux obstacles, c'est que l'homme ne veut pas être seul. Il ne veut pas être seul pour découvrir ça. Il veut être en groupe. Il veut faire partie de groupes pour savoir si indirectement il marche dans la bonne direction. La seule direction qui est importante, c'est sa propre conscience de savoir avec qui on parle dans l'au-delà. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils parlent à des gens très, très intelligents, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de charlatanistes au niveau du langage que l'homme peut avoir avec l'occulte. Il y a une domination très, très grande. S'il n'y avait pas cette domination-là, on serait en meilleure position sur la Terre qu'on l'est présentement. Et il y a beaucoup de monde qui parle avec l'occulte. Pensez au Dalai Lama. Pensez à des milliers d'individus qui disent avoir des discours intelligents avec l'occulte. Et alors qu'on se retrouve sur la Terre avec un sens de direction qui n'est pas. Oui, tout à fait, parce qu'il y a plusieurs médiums, entre autres dans le domaine du Nouvel Âge, et ainsi de suite. Puis c'est sûr qu'on voit pas nécessairement des résultats qui sont, disons, congruents par rapport au type d'entité avec laquelle ils parlent, tu sais, ou de... C'est ça, c'est bien ce que vous dites, parce que on s'imaginerait au préalable obtenir une direction. Et non, ça demeure toujours du fanatisme, ça demeure toujours à la fin, celui-là, il est branché, lui, j'aimerais donc ça être comme lui. Mais non, enviez-le pas, si vous l'enviez, c'est parce que vous reniez, vous n'êtes pas en puissance avec vous-même. Dites-vous, lui, j'aimerais bien le voir dans des situations difficiles, voir comment ça se passe dans sa vie. Parce que c'est facile de parler, hein. Vous savez, c'est très facile de parler, de passer pour un beau parleur. DSK, là, si on veut parler de la France un peu, là. Dominique Strauss-Kahn, c'est un bon parleur. Et ce qui lui est arrivé, il ne faut pas négliger la réalité. C'est que cet homme-là, il est en couple avec quelqu'un d'autre. Et sa femme est prête à tout simplement passer l'éponge, où on ne connaît pas l'histoire interne. Mais il doit être un beau parleur pour la convaincre de rester avec lui. Parce que moi, si j'étais une femme, je le crisserais là. Vous êtes d'accord? Ben oui, c'est sûr que si on regarde ça objectivement, puis froidement, on mettrait fin à leur relation, mais si on serait pris avec le jeu émotionnel, puis peut-être des chantages qu'elle subit, puis etc., ben on n'aurait pas la même lecture. Mais si vous parlez de sa femme ou de la personne qu'il a eu une relation avec? En fait... Moi, je parlais de sa femme. OK. Parce que si j'étais une femme, là, je le crisserais là. Parce que, indirectement, pourquoi une femme devrait supporter les attitudes de son mari qui sont fortement documentées? Est-ce que la jeune fille qui a porté plainte hier contre lui en France va démontrer à quel point DSK est peut-être un manipulateur? Le but n'est pas de démontrer qu'il est un manipulateur. Le but, c'est de démontrer que l'homme est faible en conscience pour simplement décider ce qu'il veut faire après avoir vécu un choc de conscience. Moi, si j'étais une femme et mon mari me trompe, mais je lui dirais tout simplement, tu manques une belle occasion parce que j'étais la meilleure femme qu'il y avait pour toi. C'est ça que je lui dirais. Je lui dirais pas, là, notre couple est fini parce que tu n'as pas respecté la fidélité. Je m'en fous de la fidélité. C'est pas important, la fidélité. C'est le respect entre les individus qui compte. Parce que c'est pas la première fois qu'il se fait prendre à des jeux aussi importants que ça.
Et le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir de pouvoir manipuler les genres, c'est ça. Mais l'individu, dans les années à venir, s'il n'est pas capable de ressurgir dans sa conscience et de stabiliser son corps émotif et de décider par lui-même quels sont les enjeux de sa conscience. Le principal enjeu de la conscience, c'est de savoir c'est quoi vos pensées. Si quelqu'un reçoit une réponse qu'il est stupide dans sa tête, il devrait savoir automatiquement qu'il n'est pas en contact avec l'intelligence. Moi, je ne veux pas parler contre DSK, mais je veux tout simplement mettre en éveil la problématique de l'homme par rapport à sa conscience. C'est certain que si... Oui, allez-y. Oui, ben en fait, c'est très pertinent ce que vous donnez comme exemple, parce que ça va rejoindre un petit peu plus mon auditoire qui est en France. Puis aussi, c'est sûr que les êtres humains, que ce soit quelqu'un qui est haut placé comme lui, qui est à la tête du FMI, ou l'individu aussi, dans le fond, qui peut vivre, entre guillemets, des formes de tentation d'aller voir ailleurs, c'est de se questionner d'où vient ce désir-là. Est-ce que c'est un désir qui est astral ou c'est son esprit qui est étouffé dans la relation qui a besoin de passer à autre chose? T'sais? C'est ça, parce que lorsqu'on est avec une personne, il faut savoir qu'une femme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on a la chance d'avoir une relation avec une femme, il faut la respecter. Et je ne crois pas que cet individu-là a respecté, mais si elle ne se respecte pas, c'est certain qu'elle va vouloir rester pour le titre, pour la puissance, pour l'image. Il y a ça aussi. Il ne faut pas seulement blâmer les hommes. Les femmes ont un grand rôle à jouer, eux aussi, dans la définition de leur conscience. Ils doivent voir à quel endroit ils sont prêts à aimer un homme, jusqu'à quel degré ils sont prêts à aimer un homme. Et c'est ça la problématique de la femme en 2011, c'est sa volonté de vouloir aimer malgré elle-même. Alors que l'homme, lui, sa plus grande problématique en 2011, c'est la volonté d'établir une puissance qui n'est pas réelle. Regardez les égos qui se promènent avec des gros autos là sur les autoroutes. C'est une puissance qui n'est pas réelle. Regardez le sport professionnel. Ces gens-là croient qu'ils sont au top of the world, comme on dit aux États-Unis. Et je vous donne l'exemple de Tiger Woods. C'est un bel exemple. Oui, ben tout à fait. Ben c'est sûr que les hommes ont tendance à utiliser la forme, que ce soit une grosse auto, que ce soit la capacité sportive de marquer des buts au hockey, ou etc. Le travail. C'est ça, exactement. Donc, utiliser une valeur extérieure relative à lui pour convaincre les autres qu'il est une valeur, au lieu d'utiliser son centre de rayonnement interne, donc sa vibration, pour pouvoir émaner, puis là, affirmer sa valeur réelle. Mais ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent même pas comment la pensée fonctionne dans leur tête. Ils ne peuvent pas faire ça, vous comprenez? Oui, exactement, parce qu'ils ne sont pas nécessairement rendus là, d'où l'importance, comme vous l'avez mentionné, qu'il va y avoir des chocs dans les prochaines années pour brasser la cage des gens, là, parce que ça va être ça qui va les éveiller. Puis ce que je trouve dommage toujours, c'est toujours dans la souffrance qu'on s'éveille. Oui, mais si les individus ne sont pas sensibles psychiquement à la réalité, ils vont blâmer la vie. Ils vont dire, la vie est mal faite. Mais non, la vie est intelligente. Et c'est là que va se jouer le jeu de l'ego. L'ego, celui qui va perdre sa maison, il va perdre sa femme, il va faire des dégâts en société. Il dira pas, mais là, je suis en évolution, là, ils veulent que j'évolue, les forces veulent... Mais non, c'est pas ça qui va se dire. Et combien de gens connaissez-vous qui vont être capables de voir le choc et parler la vie correctement? Il y en a peu. Ben c'est ça le problème. Écoutez, il y a eu récemment, quand il y a eu les finales de la Coupe Stanley à Vancouver, il y a eu des émeutes parce que l'équipe de Vancouver de hockey a perdu. Imaginez, juste à cause d'une équipe de hockey qui perd la Coupe Stanley, il y a des émeutes. Imagine si ce même peuple-là serait confronté à des problèmes d'alimentation. Ça ferait 3 ou 4 jours qu'il n'aurait pas mangé. Imaginez la démesure que ça pourrait prendre. C'est ça. Donc, vous comprenez que la Terre est à un rendez-vous très près de l'Apocalypse. Non pas qu'elle va vivre l'Apocalypse, parce que l'intelligence est descendue sur la Terre. Il y a des hommes qui véhiculent cette intelligence-là. Mais quand je vous dis, est-ce qu'il y a un sixième de la population qui est capable d'absorber le choc de la réalité? C'est à peu près cela.
Le reste ne comprendront pas ce qui va se passer et ils vont se laisser aller à des formes. Et regardez le tatouage, c'est un phénomène grandissant en société. Mais pourquoi avoir besoin de se tatouer si vous pensez que cela va vous donner la liberté? Il n'y a pas de liberté dans le tatouage. Il y a une imprégnation, une empreinte, une pulsion quelconque qui vous est transmise, car il y a beaucoup de souffrance à se faire tatouer. Les gens qui se font tatouer ne font pas ça par plaisir. Ils vont vous dire, ah, mais je suis content de l'avoir fait. Mais ça fait mal. Ouais, c'est une forme de masochisme. Ben moi, je refuse toute souffrance. Hein. Vous me dites, ah, mais là, je vais vous donner quelque chose, c'est pour votre bien. Oui, c'est pour mon bien, mais ça fait mal. C'est pas supposé faire mal. L'intelligence ne passe pas par le masochisme. L'intelligence passe par le réel. Et de se faire tatouer quelque chose sur un corps, ça donne de la densité au corps. Et le plus grand problème de l'homme, pour la rencontre de son esprit, c'est qu'il a trop de densité. Son ego lui a trop donné de densité. Il attache trop d'importance à son corps sexuel, à son corps de désir, et il n'a pas l'intelligence de savoir qu'indirectement, il est manipulé par des forces occultes, astrales, lucifériennes, qui lui imposent la matière, alors que l'intelligence ne se vit pas dans la forme de la matière, elle se vit dans l'insurgence de l'esprit qui dicte aux forces occultes qu'il est conscient. Et c'est ça le combat dans les années à venir. Lorsque les années à venir vont être difficiles, moi, je regarde, je me rappelle le 11 septembre, quand j'ai vu la première tour tomber, j'ai dit, ah, c'était très intéressant, cette première tour-là, parce qu'elle va faire mettre en éveil tout le peuple de la Terre par rapport à un événement. Et lorsque la deuxième tour est tombée, je me suis dit, ah, c'est pas mal ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en haut. Ouais, oui, ben c'est surtout que quand il y a eu les tours qui ont tombé, c'était une forme de poésie visuelle parce que chacune des tours représentait le chiffre 11 et c'est arrivé un 11 septembre, c'est le 9e jour. Puis la manière qu'écrivent les Américains les dates, ça fait 9-1-1 qui représente l'appel de détresse quand on compose le 9-1-1. Fait qu'il y avait toute une poésie, il y avait toute une symbologie derrière ça occulte. Donc, vous comprenez que les forces de la lumière sont très futées. Oui, tout à fait. Mais pour l'être humain qui se conscientise, qui nous écoute actuellement, est-ce que vous lui diriez, par rapport aux événements à venir, justement d'être prêt au combat, c'est-à-dire de s'acheter une carabine, des boîtes de conserve pour la survie, puis préparer un abri anti-nucléaire? Non? Pas du tout. Ça serait la pire chose à faire. Parce que l'homme qui est conscient n'a même pas besoin de se protéger. Sa conscience le protège déjà. Il est déjà saillant, il est déjà voyant de ce qui va se passer. Par exemple, vous avez probablement évité des choses dans votre vie parce qu'intérieurement, vous avez dit non, ça c'est pas bon. Je vais changer de trottoir. Je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais il s'agit. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je vous dirais, il y a quelques semaines, j'ai été témoin d'une poursuite policière. Donc, il y avait une auto qui allait très vite, qui m'a dépassé. Elle est peut-être à 180 ou 200 km/h. Moi, j'étais à 100, puis elle m'a pas accroché, puis elle était dans la même voie que moi. J'étais avec quelqu'un d'autre. L'autre personne était à bout de souffle, elle capotait. Mais moi, j'ai vu l'auto qui me dépassait, puis j'ai eu le feeling qui me passait en tête. Ça me frappera pas, j'ai rien à craindre. Fait que j'étais moins shaké dans mon corps émotif que l'autre individu avec lequel j'étais dans l'auto, parce que j'avais la certitude intérieure que c'était pas le temps de ma mort. C'est la réponse, c'est ça. C'est ça la réponse. Et même si c'était votre mort, vous étiez quand même peut-être capable de supporter ça, parce que ça dépend toujours de ce que vous êtes. L'individu va être mis au pied de ses faiblesses. Et s'il doit s'acheter un fusil parce qu'il est au pied de ses faiblesses et qu'il panique, il va s'acheter un fusil, même s'il se dit conscient. Il va y avoir une question qu'il ne sera pas capable de répondre, et c'est la réponse qu'il va se donner, ça va être une réponse astrale. Alors que vous êtes dit, c'est pas ma mort, c'est pas ma mort. Et voilà, la voiture a passé, vous avez rien senti, et l'autre a vécu ça dans son corps émotif. C'est comme ça la vie. Ça va être ça la vie dans les années à venir. Vous allez savoir qui vous êtes en fonction de votre capacité à réagir émotivement à l'événement.
Si, supposons, vous écoutez ce soir cette émission-là et vous dites Marc de la Salle, il dit des conneries, ça sera votre interprétation, ça sera votre sujet d'étude. Peut-être que vous n'en ferez pas d'étude parce que vous allez tout simplement dire que c'est pas intelligent, mais c'est à vous de regarder ce que vous entendez. Moi, j'ai pas à vous dire comment penser. Je simplement à vous dire, est-ce que vous êtes confortable dans la vibration de ce que Marc de la Salle peut avancer? Et si cela crée un choc à votre conscience, demandez-vous quel choc cela crée. Est-ce que c'est au niveau de mon corps émotif ou c'est au niveau de mes croyances? Est-ce que c'est au niveau de mes craintes? Quand on annonce qu'il va peut-être rester 1/6 de la population en 2030, 2035, il y a des gens qui vont s'inquiéter. Vous dites, moi je dis pas ça parce que les gens ne le savent pas. Il y a certains éduques qui le savent qu'il va y avoir des chocs. Mais je vous dis 1/6, mais c'est peut-être pas vrai. C'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que l'homme doit être préparé à vivre sa conscience en fonction des événements qui vont le faire basculer dans sa sensibilité. Et s'il attache des importances à des choses qui ne sont pas réelles, il va souffrir énormément pour rien. Oui, c'est ça, de préparer justement sa conscience psychiquement par rapport aux événements à venir. Mais sur le terrain sur lequel je voulais vous amener tantôt, est-ce qu'il faut aller dans le sens du survivaliste, c'est-à-dire préparer, mettons, des boîtes de conserve, puis à faire face à une pénurie de nourriture éventuellement, puis de... Pas du tout. Okay. La seule façon qu'il faut se préparer, c'est de regarder sa vie de tous les jours et de dire comment moi je fais pour être bien dans ma peau aujourd'hui. Et ça changera pas quand les chocs vont arriver. Faites ce qui est bien pour vous dans votre peau aujourd'hui. Si après cette émission-là, vous avez le goût d'aller prendre un café avec vos amis, allez prendre un café avec vos amis. Commencez pas à penser que c'est la fin du monde. Ça n'est pas la fin du monde. C'est la réinvention simplement du projet de la Terre sur un autre angle nouveau qu'on appelle l'homme supramental. C'est ça. Alors que jadis, l'homme vivait sa conscience au niveau de son corps de désir, son corps émotif. Et c'est ça l'évolution. Alors que l'homme nouveau devra faire appel à de l'intelligence pour se réinventer. Donc, se réinventer, à la base de la réinvention, ce n'est pas la crainte. Parce que quand on fait appel à ce que vous disiez tantôt, mettre des boîtes de conserve, c'est la crainte, ça. Si moi, je vais à l'intérieur de mon esprit, je demande, quand ça va aller mal, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, vous allez toujours savoir qu'est-ce que vous avez à faire. Vous comprenez? Oui, exactement. Parce que tantôt, je vous partageais ça. C'est plus parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui peuvent avoir ce type d'idée-là. Puis moi oui, aussi, mais c'est bon que vous clarifiez. Okay. C'est très bon. OK. Dans Salle et Communications, j'ai reçu beaucoup de questions puis de commentaires. Tout d'abord, il y avait entre autres Q3 qui se demande, est-ce que dans le fond, vous, personnellement, vous croyez connaître la vérité? Je crois rien, moi. Je crois dans rien. OK, mais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous estimez que vous connaissez la vérité? OK. Je crois même pas ce que je dis. Je parle, c'est tout. OK, pour apporter un petit peu plus de nuances, pour que ça soit clair aux gens, c'est que, dans le fond, il s'exprime à travers vous une vibration pour vous la laisser parler sans porter de jugement à savoir si c'est vrai ou faux. Et voilà. C'est ça, ne pas avoir de crainte. OK. Moi, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de message à passer. Vous m'avez invité, je parle. Si je peux parler librement, je suis très content. Si je peux pas parler librement, je raccroche. C'est comme ça, je suis libre. Et c'est pour ça que je donne des conférences, parce que les gens qui viennent à mes conférences me cassent pas les pieds. S'ils me cassent les pieds, je leur dis poliment de respecter la conférence. Mais je ne suis pas là pour passer un message. Je passe pas de message. Les gens s'intéressent à moi, tant mieux pour eux. S'ils s'intéressent pas à moi, c'est bien. Il y a d'autres gens qui font un travail merveilleux et si c'est correspond mieux à leur vie, mais c'est mieux. Moi, j'ai pas je ne suis pas un maître et je ne serai jamais un maître. Je suis simplement quelqu'un qui considère que l'information doit circuler et je suis un pôle pour la faire circuler, comme vous êtes un pôle sur votre radio de la faire circuler. Mais je parle pas de vérité, parce que la vérité, c'est une polarité. Il y a le vrai et le faux.
Il n'y a pas de vrai ni faux dans ce que je dis, et c'est pour ça qu'il faut avoir accès à un moment donné à un plus grand que soi, qui est à dire la vibration de la parole. C'est quoi la parole? L'homme n'a même pas parlé encore sur la terre. L'homme n'a pas parlé, il réfléchit trop pour parler. Oui, ben je comprends dans laquelle optique vous œuvrez, puis d'ailleurs, j'œuvre dans la même dynamique, c'est-à-dire que c'est très loin de moi le désir de jouer au gourou ou également au sauveur ou au preacher qui va dire aux gens quoi faire pour sauver leurs âmes perdues. C'est sûr que je joue pas ce game-là pantoute, moi ici. Dans le fond, c'est sûr que... Non, c'est sûr que c'est important de clarifier ça une fois de temps en temps. Moi, je le fais aussi une fois de temps en temps dans mes émissions pour pas que les gens en viennent à me idolâtrer ou mettre sur un piédestal. Disant aux gens que, dans le fond, chacun, si on se branche sur soi-même, on peut avoir accès à ce type de communication-là ou de conscience-là en se branchant sur sa source. C'est ça, c'est bien dit. C'est le seul travail qu'on a, c'est tout simplement de ramener les gens un peu plus près d'eux-mêmes et pas les sortir d'eux autres, mais de les ramener un peu plus près d'eux-mêmes. Exactement. Tantôt, il y avait Peter Pan qui se demandait si c'était, dans le fond, une bonne chose de vivre sa journée comme si c'était la dernière. Ça, c'est un peu plus, je crois, fataliste. Je dirais plutôt vivre sa journée comme si vous êtes bien dans votre peau. Ça serait plus intéressant parce que si vous êtes bien dans votre peau et vous mourrez, vous êtes bien dans votre peau. Il n'y a pas d'importance parce que vous pouvez attacher de l'importance à ce que vous faites. Quand vous dites je vis ma journée comme si c'était la dernière, vous allez indirectement polariser votre conscience parce que vous allez dire ça c'est important, ça c'est plus important que d'autres choses et vous allez vouloir vivre des climax alors que la vie n'est pas faite de climax. On peut pas programmer ce qui va nous arriver dans 2 minutes. Dire je sais pas moi, il y a un chien qui vient pisser sur vous, vous allez dire ben là je vis ma vie au maximum parce que je vais mourir, c'est ma dernière journée. Le chien, tu lui donnes un coup de pied en derrière, on va lui dire mon sacrement, tu me fais chier. Donc la vie ne fonctionne pas par une programmation d'une journée, la vie fonctionne par un bien dans sa peau. On vient vous faire chier par rapport au bien dans votre peau, vous devez rétablir l'équilibre pour être de nouveau bien dans votre peau. Vous êtes dans un café, vous êtes ici, il y a quelqu'un qui vient, je sais pas, déborde de son espace et il parle très fort et vous perdez toute la paix dans votre tête. Donc, il faut que vous agissez. C'est probablement que vous allez devoir déménager, bouger d'endroit parce que l'individu, même si vous lui dites, est-ce que vous pouvez parler moins fort, il se fout de vous parce que déjà, il parle trop fort. Comprenez? On peut pas vivre sa vie en fonction de vouloir vivre comme si c'était la dernière journée parce que l'homme connaît déjà l'heure qu'il va mourir, s'il est conscient. Comme vous le saviez dans le taux que c'était pas la journée de votre mort. Oui. Donc, c'est ça, la vie. Mais, moi, je sais que aujourd'hui, je meurs pas. Alors, pourquoi je vivrais ma journée comme si c'était la dernière? Je vais être bien dans ma peau et c'est tout. C'est ce qui compte. OK. Mais peut-être, dans le fond, si je continue un petit peu là, dans le sens de Peter Pan, peut-être qu'il l'entendait dans le sens vivre sa journée comme la dernière, c'est-à-dire de vivre une journée comme si, dans le fond, il n'y en avait pas d'autre après pour avoir l'audace de faire les choses qu'on fait pas. Tu sais, si par exemple, l'individu, ça fait 10, 15, 20 ans qu'il a tout le temps la même job, puis la job l'écœure, la fait chier en bon québécois, ben d'aller dire à son boss, mange la marde, de toute façon, demain, je suis mort, fait que je dis ce que j'ai à dire. Même chose pour régler les problèmes avec la belle famille ou la belle-mère qui l'écœure, ou tu sais, vous comprenez? C'est dangereux, ça. C'est dangereux, ça. Parce que vous allez vous programmer à faire des choses que vous n'êtes pas supposé de faire. Il se peut très bien que votre patron doive vous écœurer pendant 3 jours supplémentaires avant de réaliser que, il y a quelqu'un qui va vous offrir une nouvelle job. Vous savez pas la vie. On peut pas programmer la vie. Donc, il faut pas vivre sa vie comme si c'était la dernière journée, mais il faut vivre sa vie en fonction du réel, de ce qu'on sent. Ben, si vous sentez que votre patron vous manque de respect, vous allez le voir et vous lui dites, sachant très bien que vous n'avez pas les moyens peut-être de perdre votre travail, vous allez lui dire, excusez-moi, mais peut-être que vous auriez pu faire autrement ce matin. Et peut-être que vous venez d'ouvrir une porte avec cet individu-là que vous pensez que vous connaissez pas, parce que vous aviez tout simplement mis un voile sur votre réalité et vous savez, on peut se faire jouer de plusieurs façons.
Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que, bon, comme vous le mentionnez, dans mon approche, j'irais beaucoup avec diplomatie, justement, si j'ai quelque chose à régler par rapport à mon employeur, justement, là, pour pas créer de choc inutile. C'est la première chose. La première chose à faire, c'est de respecter les gens. Et si on n'est pas capable de faire ça, on ne peut pas vivre une vie en pensant que on peut contrôler sa journée. On peut pas contrôler sa journée. On peut gérer comment on va être dans sa journée. Et c'est tout ce qu'on peut faire. OK. Il y a à présent le grand monarque qui aimerait savoir si vous avez un message à nous transmettre venant de l'astral. C'est un petit peu particulier comme question, mais je vous la pose pareil. On ne sait jamais. Bon, ben l'astral, la seule chose qu'il veut, c'est la possession de votre esprit. Je parle pas pour l'astral, je parle pour la lumière. La lumière veut dire indirectement que l'homme doit savoir que l'astral travaille contre l'homme. Ce sont des forces anti-hommes. Et vous n'avez peut-être pas l'idée, lorsque vous donnez une autorité à l'astral, ce que vous leur donnez comme pouvoir. Et c'est très important que l'homme puisse comprendre que l'astral, ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas s'aventurer dans l'astral si vous n'êtes pas capable de confronter ce qui vient à votre porte. Oui, dans le sens que l'individu... Nostradamus a payé le prix, vous dites ça? Dans le sens que, parce que c'est ça, moi, je l'ai pas étudié d'une manière approfondie, là, mais dans le fond, il était manipulé par des forces quand il a fait ses prophéties dans ce sens-là. La problématique avec Nostradamus, c'est qu'il n'était plus capable de couper le contact. Il a perdu sa réalité. Comme moi, là, tantôt, là, je m'en vais manger des fraises après l'émission. C'est tout ce que je sais. Et la conscience, je la vis dans les fraises, parce que je vais adorer les fraises, parce que tout simplement, ça va faire du bien de manger un petit peu après cette émission-là. Mais il faut pas attacher d'importance. L'occulte va se présenter à vous s'il doit se présenter. Et c'est à vous de savoir qu'est-ce qui se présente. Est-ce que c'est l'astral ou est-ce que c'est l'intelligence? Et si vous n'êtes pas capable de faire la différence, mais vous êtes fait à l'os. Vous êtes fait à l'os parce que tout simplement, les années qui sont celles d'aujourd'hui sont beaucoup plus rapides dans la déconfiture d'un individu. Il n'y a pas de support familial aujourd'hui. Il n'y a pas de support en société. La religion a perdu ses noblesses, ses points de repère. Tout a perdu ses points de repère. Et c'est pour ça qu'on parle simplement de moments, grands moments à venir où la conscience de l'homme sera mise à rude épreuve. Je ne parle pas d'Apocalypse, je l'ai mentionné et j'aurais peut-être dû jamais mentionner ce mot-là. Parce que l'Apocalypse, c'est la fin d'un temps. C'est pas la fin de l'homme, c'est la fin d'un temps. Et c'est la fin, indirectement, de la domination du pouvoir astral sur la conscience de l'homme parce que l'homme, la conscience supramentale, s'est construite depuis 1969, et l'homme s'est éveillé à ce qui lui rentrait dans sa tête et ce qui parle dans sa tête. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous aimeriez partager ici et maintenant là, aux gens qui nous écoutent? Je tiens simplement à dire que le travail que vous faites n'est pas banal. Il est important. Et pas dans le sens de la forme, ou comme vous disiez tantôt que vous vouliez être perçu, mais c'est important de faire parler les gens et de permettre aux consciences de s'exprimer. Mais c'est aussi important de corriger. Il faut corriger, il faut savoir quand est-ce corriger l'individu, parce qu'il y a énormément d'ego dans les individus. Et je dirais simplement, c'est de surveiller son ego. Et ce que j'ai ressenti de vous ce soir, c'est que vous êtes très libre, et que votre capacité d'être un intervieweur est très, très bonne. Vous avez, on ne sent pas l'ego chez vous quand vous parlez, et c'est ce qui est très intéressant chez vous. Ah bon, ben, je vous remercie là-dessus. Puis de mon côté, j'aime beaucoup justement le fait que vous êtes également très libre dans votre mouvement et que vous avez une certaine intensité pour communiquer les choses, ce qui fait que vous allez dire ce que vous avez à dire sans aucune complaisance, là. C'est bien, oui. Parce que la complaisance, ce serait de penser que j'ai des choses à dire. J'ai rien à dire, je parle. Parler, c'est ça. C'est ne pas réfléchir ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je donne des conférences. Vous pouvez aller voir sur le site Internet et voilà. OK, donc le site Internet, pour le rappeler aux gens, c'est marcdelasalle.com? Oui, c'est ça.
Et également, j'ai constaté sur votre site Internet, vous aviez d'ailleurs des extraits de conférences que les gens peuvent aller télécharger. Donc, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus après l'émission, ils peuvent aller vous entendre là. Oui, c'est ça. C'est pour permettre aux gens de voir quelles sont les différences d'une conférence à l'autre, de la vibration. Parce que moi, quand je parle en fonction de ce qui doit être dit, ce que je sais. Mais ça dépend. Hein? On est préparé dans une journée pour vivre telle et telle expérience et étant donné que vous avez vécu telle expérience, vous parlez pas de la même façon. Hein? Vous savez ça. Si vous avez vécu une expérience difficile là 2 jours, mais vous allez être différent dans le propos, dans la parole que vous allez avoir. Mais ça reste toujours votre parole. Votre parole, c'est ce que vous êtes en fonction de ce que vous savez de la vie et non pas ce que vous connaissez de la vie. C'est une grosse nuance. Moi, je ne suis pas un philosophe. Je parle de la vie parce que, indirectement, tout ce qui m'intéresse, c'est de dévoiler le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est tout ce que l'homme s'est fait dire qu'il était alors qu'il ne l'est pas. Se faire endoctriner par la religion, la philosophie ou la science, ça ne m'intéresse pas. Parce que tout ce qui compte, c'est le réel. Qu'est-ce que le réel? Le réel, c'est d'établir que la vie sur la Terre, c'est de la merde. La seule chose qui compte, c'est ce que toi, tu peux te donner dans cette vie-là pour que ce soit agréable, comme manger des fraises. Mais le reste, c'est des oppositions. La vie est faite d'oppositions. Pourquoi? Parce que c'est un processus d'évolution, la vie. La vie, c'est un processus d'évolution et on ne peut pas se programmer pour vivre seulement des jours heureux, même si les artistes veulent seulement vivre des jours heureux. Un jour, tu vas vivre la maladie, tu vas vivre des jours difficiles, et si tu es programmé pour vivre des jours heureux, la première chose que tu vas t'apercevoir, tu ne seras pas capable de confronter quand ça va très mal, parce que tu vas avoir été trop dans les polarités sur les hauts et les bas de la vie. Ceux qui sont de plus en plus, comment on les appelle, ces personnes qui sont bipolaires, ben ils sont dans les 2 extrêmes. Ils sont malheureux un jour et très heureux l'autre jour. Vous comprenez? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je crois que c'est important que les individus vivent une stabilisation de l'émotionnel à travers la capacité à s'observer, donc à être spectateur de soi-même. Oui, être spectateur de soi-même, mais surtout être intelligent, être capable de faire l'étude. Parce que spectateur, c'est pas suffisant. Vous devez avoir les réponses à ce qui vous arrive. Oui, ben c'est ça qu'il faut aller au-delà de la conscience réflexive, oui, qui est juste, dans le fond, une façon de voir son ego, mais il faut aller justement au-delà de tout ça en se branchant soi-même sur sa propre vibration pour manifester sa conscience. Voilà, je vous pose une question. Oui. Quand vous étiez dans l'auto et qu'on vous a passé très rapidement autour de vous, oui, pourquoi vous avez vécu cette expérience-là? C'était quoi le but de cette expérience-là dans votre vie? Vous la savez, la réponse? Qu'est-ce que ça vous dit dans votre tête? Ben, c'est que j'ai toujours nourri une petite crainte, tu sais, d'avoir un accident ou qu'il arrive quelque chose. Puis, dans le fond, ce que ça m'a permis de faire, c'est de me connecter sur une certitude qui fait que, dans le fond, comment dire, par rapport à ça, ça avait pas arrivé, là. Mais que vous avez constaté que vous avez encore de la crainte. Oui, ça m'a fait réaliser que j'avais une petite crainte que je traînais. Ouais. C'est extraordinaire de savoir cela. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Et voilà, c'est ça la vie. Ben, je vous remercie. Parfait. Donc, je vous remercie encore une fois là, d'avoir accepté l'invitation d'être venu à mon émission. Puis, je trouve que ça a été enrichissant, là, la conversation puis l'échange qu'on a eu à soir ensemble. D'accord. Donc, à bientôt. Bye-bye.